Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la maintenance. Donc, je me présente, je suis Alain Young, ingénieur conseil et responsable du département du Haut-Rhin au sein de la CASAT Alsace-Moselle. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder certaines problématiques qui sont liées aux interventions de maintenance et qui sont malheureusement encore à l'origine de nombreux accidents du travail. Donc, nous sommes actuellement 89 participants. Donc, le temps d'attendre les dernières connexions, je souhaiterais vous informer que ce webinaire vous est proposé par l'assurance maladie risque professionnel. Donc, l'assurance maladie risque professionnel qui assure 3 missions. Une première mission qui est l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Une deuxième mission qui consiste à tarifier les entreprises, c'est-à-dire de déterminer leur taux de cotisation pour la couverture accident du travail et maladie professionnelle. Et une dernière mission qui est tout le volet de prévention des risques professionnels. Alors justement, le service prévention et gestion des risques professionnels, il est présent au sein des CARSAT, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail. Nous avons un rôle d'assureur. À ce titre, nous accompagnons les entreprises du régime général. Nous avons des missions de conseil, de contrôle également. Nous proposons des incitations financières, soit sous forme d'aide financière pour les entreprises ou alors des minorations et des majorations de taux de cotisation. Et enfin, nous proposons également chaque année un catalogue de formations qui sont gratuites pour les entreprises du régime général. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet. Alors, 2-3 informations pratiques sur le déroulement de ce webinaire. Donc, vous serez tous destinataires à l'issue de la présentation d'un lien qui vous permettra de télécharger le PowerPoint et de visionner le replay. Deuxième information, c'est que n'hésitez pas à poser des questions via le chat de ce webinaire. Donc, nous avons une équipe technique qui est chargée de collecter vos questions, qui en fera une petite synthèse. Et nous reviendrons sur vos questions dans le temps d'échange qui est prévu en fin de webinaire. Et troisième information pratique, c'est que vous participez aujourd'hui à un webinaire interactif. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous connecter sur l'application Bicast avec les codes et les liens qui s'affichent pour participer. Et puis, on vous posera durant la présentation un certain nombre de questions pour voir aussi vos pratiques à vous dans les entreprises sur cette partie maintenance. Alors, au programme de ce webinaire, donc j'évoquerai quelques chiffres rapides sur la sinistralité en maintenance, qui expliquent pourquoi nous faisons ce webinaire aujourd'hui. Ensuite, je laisserai la parole à Julien Alias, qui est contrôleur de sécurité sur le département de la Moselle, qui évoquera avec nous tout un chapitre sur l'organisation de la maintenance. Donc, il évoquera les différentes phases en maintenance, sous forme de rappel. On évoquera le cas particulier du diagnostic, ce qu'on appelle la recherche de panne, qui nécessite souvent de devoir conserver les énergies sur les machines et qui expose donc à des risques particuliers. Il évoquera la consignation. La consignation, ce n'est pas qu'électrique, il y a également d'autres énergies qui sont à consigner sur les machines, donc on fera un petit détail là-dessus. Et il évoquera également les modes opératoires, quel est le contenu minimum et le gain pour les entreprises. Ensuite, il y a un troisième chapitre qui concerne l'atelier de maintenance qui vous sera présenté par Caroline Sévino, contrôleur de sécurité sur le département du Haut-Rhin. Donc, elle évoquera avec nous l'aménagement type de l'atelier avec quelques photos, la conformité des équipements de travail dans l'atelier où on sait qu'il y a souvent des machines qui sont très anciennes et plus tout à fait aux normes. Et un dernier point sur le risque chimique en maintenance. Donc, la présentation globale dure environ 35-40 minutes et puis donc on se garde 10 à 15 minutes de temps d'échange pour reprendre les différentes questions que vous aurez posées durant cette présentation. Alors, la première partie, donc quelques chiffres sur la sinistralité lors des interventions de maintenance. Donc, nous avons environ 600 000 salariés qui sont concernés par des activités de maintenance en France. Donc, ça regroupe tout type de maintenance, la maintenance industrielle, mais également la maintenance des bâtiments. Les chiffres de l'Agence européenne de santé et de sécurité au travail donc, estiment qu'il y a de 15 à 20% des accidents du travail qui sont liés aux opérations de maintenance et 10 à 15% des accidents du travail mortels. Donc, en sachant que ces chiffres intègrent également les accidents qui surviennent lors des déplacements, ce qu'on appelle les déplacements mission, pour se rendre sur un site pour faire les interventions de maintenance. On rappelle également que les accidents graves sont plus généralement liés aux interventions correctives qui sont réalisées en urgence lors d'une panne. Donc ça, c'est un point important à retenir. 2 points également. On sait que les métiers de la maintenance, il y a des contraintes organisationnelles et temporelles qui sont fortes.
Alors organisationnel, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des opérations de maintenance qui sont planifiées, mais ce planning, il est sans cesse chamboulé par la maintenance curative, hein, les pannes qui arrivent à droite à gauche, et des contraintes temporelles également, puisqu'il faut redémarrer effectivement la production dans des délais assez rapides. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant pour cette profession-là. Je voudrais également souligner que c'est une profession qui est en mutation parce que la technique, la technologie dans les entreprises ont fortement changé hein, ces 10 dernières années, donc ça a fortement évolué. Donc il faut également accompagner cette profession au travers de formations pour effectivement que les gens puissent travailler en sécurité sur ces nouveaux équipements de travail. C'est un petit peu comme si vous voulez la maintenance sur les véhicules. La maintenance d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec la maintenance de ce qu'on faisait il y a 20 ans sur les véhicules. Ça a totalement changé. C'est pareil dans nos industries. Une deuxième diapo qui évoquait, qui sont issues hein, d'une enquête Summer, qui faisait un petit focus sur l'exposition professionnelle du personnel de maintenance, donc qui soulignait qu'il y avait une forte exposition à tout ce qui est déplacement dans l'usine ou pour se rendre sur un site. Forte exposition également à tout ce qui est posture et position contraignante. Hein. Quand on intervient sur une machine pour remplacer un moteur, on est assez rarement dans des conditions ergonomiques favorables. Et également de fortes expositions à tout ce qui est agents chimiques, nuisances sonores ou encore les vibrations. Une dernière diapo qui sont les résultats d'une enquête qui a été réalisée en CARSAT Alsace-Moselle auprès de 80 établissements hein, de la région. Donc en moyenne, l'effectif moyen du service maintenance, c'est 6,2% de l'effectif total de l'entreprise hein, en moyenne, en sachant que 94% des entreprises font également intervenir des entreprises extérieures pour assurer tout ou partie de la maintenance. Sur le plan d'organisation, quelques chiffres. 57% des entreprises ont une procédure de consignation des installations. 64% des entreprises ne disposaient pas de mode opératoire qui intégrait une analyse des risques. 87% des entreprises disposent d'un chargé de consignation, donc ça c'est plutôt un chiffre qui est favorable. Par contre, quand on demande à quoi il est formé, on voit que la consignation électrique est globalement plutôt bien suivie. Par contre, dès qu'on aborde d'autres types de consignation, les chiffres baissent assez rapidement. Et enfin, 2 chiffres également sur la partie de l'atelier de maintenance. Donc, nous avons relevé 29% de non-conformité machine sur les différentes machines hein, qui sont présentes dans l'atelier de maintenance. Et on a également relevé 30%, dans 30% des cas, il y avait la présence d'une activité de toilage sur tour, toilage manuel sur tour dans l'atelier de maintenance. Et ce sont ces quelques chiffres qui nous ont un petit peu alertés et qui nous ont guidés dans la construction du webinaire qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, avant de céder la parole à Julien Alias, on vous propose sur le Bicast une première question. On verra les résultats un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, la question qui apparaîtra sur votre appli, hein, donc c'est d'après vous, parmi toutes les opérations de maintenance dans votre entreprise, quel est le pourcentage des opérations qui sont réalisées en maintenance préventive? Donc voilà, les opérations de maintenance préventive chez vous, dans quelle fourchette se situent-elles par rapport à l'ensemble des interventions? Voilà, et je vais céder la parole à Julien Alias pour le premier chapitre. Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'organisation de la maintenance en faisant un focus sur des points bien particuliers. Donc, le processus de maintenance est un processus complexe avec de nombreuses interactions nécessitant d'être définies. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas un type d'organisation ou une organisation idéale de la maintenance, mais c'est bien à chaque entreprise de définir sa propre organisation en tenant compte notamment de la complexité des tâches à réaliser, des moyens mis en œuvre et bien entendu de la structure de l'entreprise. Donc, il existe différentes formes d'organisation entre la maintenance et la production, comme la maintenance spécialisée, réalisée par les opérateurs de maintenance, alors qu'ils soient polyvalents ou spécialisés, de la maintenance partagée entre opérateurs de maintenance et de production, et enfin de la maintenance intégrée réalisée essentiellement par les opérateurs de production. Donc cette maintenance peut être réalisée en interne, peut être sous-traitée ou également un mixte des deux.
Il peut exister également certaines spécificités, comme de la maintenance centralisée, réalisée sur l'ensemble des équipements, ou une maintenance géographique, où les opérateurs de maintenance interviendront sur des secteurs délimités ou un parc machine bien défini. Donc, comme on peut le voir sur ce schéma, il existe de nombreuses interférences entre les différents acteurs internes et ou externes à l'entreprise qui peuvent générer des risques liés à la coactivité. Donc, l'objectif va être d'organiser cette coactivité afin de définir des conditions d'intervention en sécurité. Donc, le choix du type d'organisation de la maintenance va impacter les compétences et les missions des salariés. Donc, afin de mettre en place une organisation de la maintenance pérenne, il va être important de définir clairement les missions de chacun en tenant compte du niveau de compétences correspondant au niveau de maintenance et en assurant une formation spécifique auprès des salariés sur les tâches qui vont être réalisées. Enfin, les contenus des tâches devront être définis dans les fiches de poste et ce qui va être important, c'est de vérifier également que le contenu des tâches corresponde bien à la réalité du terrain. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux 3 phases d'une intervention de maintenance. Donc, la première phase, avant l'intervention, est une phase de préparation qui va permettre de créer les conditions techniques, organisationnelles et humaines de l'intervention. Donc, afin d'éviter que les opérateurs de maintenance ne se retrouvent face à des situations imprévues, cette phase va être primordiale. Donc, on s'intéressera à définir les conditions nécessaires à la réalisation d'une intervention de qualité effectuée en sécurité, en prenant en considération le fait que les pièces de rechange des outils soient disponibles en temps et en heure, de bien définir le travail à effectuer ou également à formaliser des modes opératoires qui vont intégrer la partie liée à la sécurité. Concernant le planning, il faudra définir les priorités en tenant compte du degré d'urgence des interventions, tout en sachant que l'objectif reste de limiter la coactivité en planifiant les opérations de maintenance hors production. Dans tous les cas, les modalités d'intervention entre les opérateurs de maintenance et les utilisateurs de l'équipement devront être définies. Enfin, un point quotidien devra être prévu avec les équipes de maintenance, car en plus des opérations de maintenance préventive planifiées, se rajoute toute la maintenance curative, Donc la deuxième phase, pendant l'intervention, alors ça va être une phase de réalisation, ça va être la phase où les opérateurs de maintenance seront le plus exposés au risque. Donc là, on a décidé de mettre en avant 2 points importants. Le premier, la consignation-déconsignation. Donc, formaliser une procédure qui intégrera notamment une analyse des risques liés à l'opération, les mesures de prévention appropriées, également l'identification des moyens nécessaires, alors, y compris le matériel à utiliser pour la condamnation physique des énergies et la vérification d'absence des énergies. Donc, cette procédure devra également préciser le rôle du personnel formé, donc le chargé de consignation, le chargé d'opération, également préciser l'ensemble de documents qui vont assurer la traçabilité des interventions. Donc, cette procédure devra être testée régulièrement afin de s'assurer de son efficacité. Donc, 2 autres points à prendre en compte dans ce volet consignation-déconsignation, définir des modalités d'échange entre le chargé de consignation et le personnel intervenant sur le terrain, fournir des dispositifs de condamnation physique empêchant toute erreur de remise en service ou de démarrage intempestif. Donc, sur la slide, on a pris 2 petits exemples pour illustrer la condamnation d'un tableau électrique avec un cadenas et sur l'autre photo à droite, la condamnation d'une vanne. Donc, les opérations de maintenance peuvent être source d'imprévus ou d'aléas. Dans ce cas, il faudra réévaluer la situation de travail afin d'éviter de se mettre en danger en poursuivant l'intervention. Donc, on fera un point par rapport à la situation initiale pour voir ce qui a changé. On pourra s'interroger notamment, est-ce que les risques sont bien maîtrisés? Est-ce que les mesures de prévention sont bien en place? Est-ce que je dispose des outils nécessaires?
etc. Alors, si la situation de travail est maîtrisée, dans ce cas, on pourra poursuivre l'intervention. Par contre, en cas de doute, il faudra effectuer un stop et avoir une réflexion afin de mettre en place les mesures de prévention nécessaires au bon déroulement de l'intervention. Enfin, la dernière phase, après l'intervention, est une phase très importante pour faire le bilan de l'intervention et également préparer les interventions futures. Donc, on s'intéressera à ajuster les conditions d'intervention réalisées en maintenance préventive et corrective en faisant le bilan sur les difficultés rencontrées, alors que ce soit sur le plan technique, organisationnel ou humain, ou également en notant les écarts qui ont pu être observés avec le mode opératoire initialement prévu. Il faudra également prévoir un retour d'expérience auprès du personnel interne lorsqu'il y aura des opérations de maintenance sous-traitées. Et enfin, la documentation devra être mise à jour en cas de modification, notamment les schémas électriques, les dossiers machines, les modes opératoires, pour que les équipes suivantes qui interviendront soient informées des changements réalisés. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au cas particulier du diagnostic. Donc le diagnostic reste une phase dangereuse en fonction du type d'intervention, donc dépannage ou réparation. Donc, en termes de risque professionnel, les opérations de dépannage sont statistiquement plus dangereuses que les opérations de réparation, dans la mesure où les notions d'urgence et d'énergie sont plus prégnantes. Donc, la première étape du diagnostic va consister à effectuer une recherche de la défaillance. Donc, on pourra notamment prendre des renseignements auprès de l'opérateur de production. Donc, comment se matérialise cette défaillance? Est-ce que j'ai un moteur arrêté? Est-ce que la machine ne tourne plus, etc. Réaliser des observations de la machine pour déterminer les causes de la panne. Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on a des voyants allumés? Est-ce qu'on a des messages d'erreur sur la machine? Et dans la mesure du possible, réaliser des essais et des tests pour mettre en évidence le dysfonctionnement. Donc, pour que cette première étape du diagnostic se déroule dans les meilleures conditions possibles, il faudra que la documentation technique soit disponible et à jour, que l'opérateur de maintenance qui va intervenir ait une bonne connaissance de la machine et du processus, et bien entendu qu'il dispose des compétences et des habilitations nécessaires. La deuxième étape du diagnostic va consister à mettre en évidence la défaillance. Donc, dans un premier temps, on procédera à une analyse des risques. Donc là, on s'intéressera à avoir une réflexion sur les dangers présents pour mettre en place les mesures de prévention nécessaires, tout en sachant que ce diagnostic reste une phase délicate qui peut s'effectuer en présence d'énergie. Et l'objectif va être de limiter ces énergies en réduisant les forces, les couples, la pression par exemple, mais également en développant des outils d'aide au diagnostic pour limiter l'exposition de l'opérateur. Enfin, il conviendra de mettre en place des mesures compensatoires en cas de neutralisation des sécurités. Donc, quelques bonnes pratiques qui ont été identifiées. Donc, des outils d'observation, des caméras, des capteurs, des enregistreurs qui permettent d'éloigner l'opérateur de maintenance de la zone dangereuse. Des modes de fonctionnement spécifiques maintenance, avance pas à pas, vitesse lente, des commandes à action maintenue qui vont également permettre à l'opérateur de garder en permanence le contrôle du mouvement. Donc, sur la slide suivante, on va échanger sur la consignation. Donc, toute machine met en œuvre différents types d'énergie, que ce soit électrique, mécanique. Alors, ce qui va être très important, c'est avant toute intervention de maintenance, il faudra avoir une réflexion sur l'ensemble des énergies présentes et ne pas se focaliser uniquement sur l'énergie électrique. Autre point à prendre en compte, après que l'énergie d'alimentation ait été coupée, toute énergie résiduelle ou stockée dans les circuits de la machine doit pouvoir être évacuée sans risque pour les opérateurs. Donc, sur cette slide, on a pris un exemple d'un vérin qui est alimenté en air comprimé pour faire un rappel sur les étapes incontournables d'une consignation. Donc, ces étapes sont déclinées après avoir réalisé une analyse des risques. Donc, dans un premier temps, il faudra couper la transmission de l'énergie. Ensuite, prévoir la condamnation physique avec des moyens de condamnation adaptés. Donc, si on se base sur notre exemple au niveau de la vanne principale et de la vanne de purge, et bien entendu, identifier la consignation pour qu'elle soit signalée.
Enfin, il faudra évacuer les énergies résiduelles en tenant compte de la position des organes de commande et bloquer les éléments pouvant entrer en mouvement. Donc, si on se base sur notre exemple, il faudra avoir une vigilance sur la position de la tige du vérin qui pourra être différente si l'opérateur a effectué un arrêt de la machine de façon volontaire ou s'il s'agissait d'un arrêt d'urgence. Dans ce cas, il peut y avoir un risque d'écrasement des doigts ou de la main de l'opérateur. Donc, par rapport à ce risque, il existe des mesures de prévention, comme du blocage mécanique, des dispositifs de retenue ou encore des chandelles. Et enfin, il faudra vérifier que la consignation est efficace, notamment vérifier l'absence de risque dû au mécanisme en mouvement ou la vérification d'absence de tension. Donc, autre point important dans la consignation, la gestion des interventions de maintenance avec plusieurs intervenants, qui soient internes et ou externes. Donc, si on prend un exemple pour illustrer les propos, une entreprise extérieure qui va intervenir pour réaliser une maintenance corrective sur une machine, on veut profiter de l'arrêt de la machine pour effectuer une opération de maintenance par des agents internes. Donc là, on a listé sur la slide quelques points incontournables. Donc le premier, réaliser une identification des points de consignation, imposer à chaque intervenant un moyen unique de condamnation, par exemple un cadenas. Donc, lorsqu'il y a de nombreux intervenants ou plusieurs points de consignation, il existe des systèmes comme des boîtes de consignation ou des logbox. Donc, après avoir réalisé la consignation des différentes énergies, chaque intervenant va mettre la clé dans la boîte et fixer son cadenas afin que le redémarrage de l'installation ne puisse être possible qu'une fois le dernier cadenas retiré du système de verrouillage. Enfin, les modalités d'intervention entre le personnel intervenant et le chargé de consignation devront être définies, tout en sachant que le chargé de consignation coordonnera l'ensemble de l'opération. Donc, pour terminer, nous allons nous intéresser au mode opératoire. Donc, si nous faisons une petite définition d'un mode opératoire, c'est un descriptif chronologique et détaillé des tâches de l'intervention à réaliser. Il doit tenir compte des conditions réelles d'intervention et préciser à minima le descriptif des tâches à réaliser. Donc là, l'objectif va être de préciser uniquement les éléments nécessaires à la compréhension des tâches à réaliser. Également, utiliser des visuels clairs et précis, comme des photos, des schémas. Pour chaque étape, il faudra préciser les moyens utilisés, également les mesures de prévention, en partant de la protection collective jusqu'à la protection individuelle. Donc, sur notre exemple, on peut voir que l'opérateur de maintenance aura besoin d'une pirle pour accéder au poste de travail, de chandelles, de clés plates, de 19. Donc, le constat qui avait été fait dans le cadre de notre action liée à la maintenance, c'est que des modes opératoires existaient dans les entreprises, mais ils n'intégraient pas forcément une analyse des risques. Donc là, l'objectif va être de préciser pour chaque étape les risques auxquels peut être confronté l'opérateur de maintenance afin de mettre en place les mesures de prévention nécessaires. Donc, si on se base sur notre exemple, nous pouvons voir que l'opérateur de maintenance sur cette tâche aura un risque d'écrasement des doigts ou de la main, et également un risque de chute de hauteur. Donc, pour terminer, on va s'interroger pourquoi la construction d'un mode opératoire intégrant l'analyse des risques est-elle importante pour l'entreprise? Tout d'abord, ça permet d'avoir une vision globale des tâches à réaliser sur un équipement de travail. Ça va être un document très important pour la partie préparation, car il va permettre de définir les besoins adéquats en termes de moyens, que ce soit en matériel, en engin de levage, en protection collective, etc. C'est un document qui va être très structurant pour l'entreprise, qui va permettre d'améliorer la planification. On connaîtra les ressources à attribuer pour les différentes tâches à réaliser, mais également ça permet d'améliorer la gestion pour l'entreprise, notamment dans la commande des pièces de rechange pour qu'elles soient approvisionnées en temps et en heure. Enfin, deux autres points aussi importants, ça permet de constituer un support documentaire pour la formation du personnel, également favoriser la communication entre les intervenants, surtout, comme ce qui a été évoqué précédemment, si ces modes opératoires disposent de visuels clairs et précis. Et enfin, information également très importante, ce document aura une réelle valeur ajoutée uniquement
s'il est mis à jour en fonction des modifications réalisées sur la machine. Je vais laisser la place à mon collègue Alain Young qui va vous commenter les résultats du premier Bicast. Oui, merci Julien. Donc, vous voyez à l'écran vos résultats, vos réponses à cette première question. Parmi toutes les opérations de maintenance dans votre entreprise, quel est le pourcentage des opérations qui sont réalisées en maintenance préventive? Donc voilà, c'est assez serré. Donc on voit que majoritairement, la maintenance préventive représente de 25 à 50% des opérations. C'est principalement ce qui a été répandu. Alors, dans le cadre de l'enquête que nous avions réalisée, nous, en 2018, sur les premières statistiques qu'on vous avait affichées, la moyenne des réponses était plutôt de 56%. 56% des opérations étaient des opérations de maintenance préventive. Alors, pourquoi on vous a posé cette question? Parce que, bien évidemment, le but, si vous voulez, de la maintenance préventive, c'est de diminuer les pannes et les interventions en maintenance curative. Je rappelle que la maintenance préventive, ça permet de diminuer le travail en urgence pour les opérateurs. Ça diminue également le stress des intervenants, ce sont des opérations qui sont programmées, et ça permet également d'intervenir dans de meilleures conditions de sécurité et d'ergonomie. Et n'oubliez pas non plus que les pannes impactent défavorablement le respect du planning de production et qu'on a effectivement du mal à planifier le redémarrage des installations. Donc voilà, ça peut être un indicateur pertinent à suivre dans vos entreprises pour vérifier dans le temps qu'il n'y ait pas une dérive et qu'on fasse de plus en plus de maintenance curative au détriment de la maintenance préventive. Donc voilà pour cette première question. On vous propose, avant de passer la parole à Caroline Sévigno, tout de suite une deuxième question sur le Bicast. Alors, une deuxième question qui vous est proposée, c'est objectivement, alors c'est totalement anonyme ces questions, réalisez-vous encore des opérations manuelles de toilage sur tour, même si ce n'est qu'une à 2 fois par an? Donc, répondez par oui ou non, et puis on confrontera effectivement vos réponses par rapport à nos statistiques. Et je cède la parole à Caroline Sévigno pour la deuxième partie sur l'atelier de maintenance. Bonjour à tous. Donc, nous allons maintenant faire un focus sur l'atelier de maintenance en vous présentant quelques bonnes pratiques concernant l'aménagement de l'atelier, les équipements de travail et les risques chimiques. Ces bonnes pratiques elles seront illustrées par des photos qu'on a prises lors de nos visites. On va commencer par l'aménagement de l'atelier de maintenance. Une réflexion autour de l'aménagement de l'atelier doit notamment permettre de réduire les risques présents dans l'atelier tels que le bruit, la circulation, etc. Une première réflexion devra se faire autour de la gestion de l'accès de l'atelier qui comprend notamment des machines dangereuses, des clés d'accès aux zones réservées à la maintenance, comme par exemple en toiture, et des pièces de rechange. Il est aussi également important de définir des droits d'accès à certaines personnes qui doivent aussi accéder à ce local. Ce qui est aussi important, c'est de regrouper et isoler si possible les machines bruyantes et prévoir un traitement phonique de l'atelier. Donc là, c'est notamment lors de la rénovation ou lors de la conception de nouveaux ateliers. Quelques autres bonnes pratiques concernent aussi l'éclairage. Donc, favoriser l'éclairage naturel en complétant avec de l'éclairage artificiel. Donc, on a souvent vu des ateliers isolés, donc sans fenêtre ou skydome. Donc, ça, c'est important aussi. Prévoir un point d'eau dans l'atelier parce qu'on est sur des opérations salissantes. Et prévoir également des aides à la manutention en utilisant des outils facilitant la manutention tels que des tables élévatrices mobiles, des palans, des potences. Alors, afin d'organiser la gestion des flux au sein de l'atelier, une réflexion sur l'implantation des équipements et des zones de stockage sont aussi nécessaires. Donc là, on va vous donner quelques bonnes pratiques. Isoler les postes à pollution spécifiques comme les box de soudage, le meulage, matérialiser les zones de stockage par rapport à la circulation notamment, et puis pour retrouver les pièces plus facilement. Un 5S peut être aussi nécessaire et cloisonner la zone administrative.
Maintenant, nous allons aborder les équipements de travail. Donc, pardon. D'abord, on va voir le stockage aussi qui est important. Donc, prévoir aussi un stockage adapté pour les pièces de rechange, un stockage pour les outils et pour les chariots d'intervention qui vous permettent aussi d'intervenir plus facilement dans les opérations de maintenance. Donc maintenant, on va aborder les équipements de travail. Donc, comme cela vous a été présenté, un tiers de nos préconisations lors de nos visites dans le cadre de cette action concernait les équipements de travail et notamment tout ce qui est conformité et carter de sécurité. Donc, l'atelier de maintenance y regroupe de nombreux équipements de travail fixés ou portatifs et parfois très anciens. Donc, afin d'éviter les accidents du travail, une attention particulière doit être portée sur la mise en conformité des équipements de travail, les vérifications périodiques et l'entretien des machines. Les différentes phases qui permettent l'utilisation en sécurité de ces équipements de travail sont le choix de l'équipement, son acquisition, sa réception et son utilisation et maintien en état. Donc, la première phase, c'est la réalisation d'un cahier des charges lors de l'achat d'une nouvelle machine, qui permet non seulement d'aborder les aspects techniques attendus, mais également son utilisation au sein de l'atelier de maintenance. Les équipements de travail se caractérisent par la diversité de leur utilisation. Donc, c'est pour ça qu'il est important de définir le cahier des charges en fonction des usages, tout en intégrant des critères de sécurité, comme par exemple le bruit ou la vibration pour les outils portatifs. Alors, pour l'installation dans l'atelier. Donc, avant la mise en service, il y a la réception de l'équipement de travail qui permet de vérifier que toutes les spécifications du cahier des charges soient respectées et également de s'assurer de sa conformité à la réglementation applicable. Donc là, il est préférable de faire cette réception par un organisme extérieur spécialisé. Cette réception doit être prévue en amont dans le cahier des charges avec paiement des factures sous condition, notamment de la conformité. Là, on vous a mis aussi quelques documents. Donc, pour les machines neuves, les documents nécessaires sont la notice d'instruction, le marquage CE et la déclaration CE. Pour les machines d'occasion, c'est le certificat de conformité. Vous avez également un outil de l'INRS, donc l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est un outil pour repérer les indices de non-conformité. Donc, c'est une grille qui vous permet de vérifier si la machine n'a pas d'anomalie qui pourrait mettre en péril la sécurité et la santé des personnes. Donc, après l'installation, on a l'utilisation et le maintien en état. Donc là, bien sûr, il faut former les salariés à l'équipement de travail, à son utilisation, conformément à la notice d'instruction du constructeur. S'assurer que l'équipement de travail est maintenu en conformité, donc les dispositifs de sécurité actifs, l'aspiration, les états des carters de sécurité, et aussi, si nécessaire, faire les vérifications obligatoires. Tout ça doit être formalisé dans une fiche de poste avec des affichages de pictogrammes si nécessaire, port de lunettes ou de gants. Il est également nécessaire de réévaluer les risques en cas de situation de travail différente de l'utilisation courante avec, par exemple, l'achat de nouveaux maintiens de pièces, l'adaptation des étaux ou des carters de protection. Dans la slide suivante, on vous a mis aussi des exemples de brochures de l'INRS qui concernent des machines types qui permettent de faire un point rapide sur leurs risques et les mesures de prévention à mettre en place. Donc là, on va faire un focus sur le toilage sur tour. Donc, le toilage sur tour, il entraîne des situations dangereuses lorsqu'il est effectué manuellement et est à l'origine de nombreux accidents. Il faut donc proscrire le toilage manuel sur tour. Donc, pour supprimer le toilage sur tour, les premières réflexions à avoir, c'est déjà de recenser les fabrications des produits nécessitant une opération de toilage et les opérations inutiles devront être supprimées, comme par exemple le toilage d'esthétisme ou le dégraissage de pièces. Après, dans un deuxième temps, il faut évaluer les opérations de toilage qui ne pourront être supprimées. Et donc là, il existe des machines spécifiques de toilage où on pourra mettre en place des outils dédiés à ces opérations-là. Vous avez dans la slide suivante quelques exemples de mesures de
de prévention qui ont été mises en place dans les entreprises afin de supprimer le toilage manuel sur tour. Donc là, c'est plutôt avec différents outils. Et là, vous avez une vidéo. Voilà, donc maintenant, on va aborder le risque chimique dans l'atelier de mécanique. Donc, c'est un risque qui est omniprésent en maintenance. Dans l'atelier de mécanique, on le voit souvent, il y a souvent beaucoup de produits en petite quantité. Et l'exposition des techniciens à ce risque est liée à leur activité, donc soit liée à l'utilisation de produits chimiques sous diverses formes, que ce soit lors du nettoyage, du graissage, de l'usinage, mais aussi l'émission de polluants chimiques lors d'activités comme le soudage, le ponçage par rapport aux poussières. Donc, pour maîtriser ce risque chimique, il faut tout d'abord connaître la dangerosité des produits chimiques utilisés et leurs caractéristiques, donc c'est-à-dire avoir accès à l'inventaire des produits chimiques, aux fiches de données de sécurité ou à défaut aux notices de sécurité, et connaître l'évaluation du risque chimique. Quelques bonnes pratiques, c'est éliminer les produits qui ne sont plus utilisés ou les références qui font doublon, disposer des fiches de données de sécurité en français et datant de moins de 3 ans, et demander et analyser les fiches de données de sécurité avant toute commande de nouveaux produits afin d'éviter de faire rentrer des produits dangereux dans votre atelier. Par rapport à l'utilisation en sécurité, donc, en premier lieu, il faut connaître et utiliser les équipements de protection collectifs en place, conformément, mettre à disposition les EPI adaptés aux produits conformément à la fiche de données de sécurité, disposer des notices de sécurité synthétisant les risques d'exposition et les mesures de prévention adoptées. Donc là, vous avez une brochure de l'INRS qui a en annexe des exemples de notices de poste. Et enfin, former les techniciens aux risques chimiques. Donc, que ce soit une formation générale au danger des produits chimiques, des voies de pénétration et lecture et interprétation d'une étiquette, mais aussi plus spécifiquement concernant la formation à l'aide des notices des sécurités, aux consignes de stockage, aux consignes d'élimination ou d'hygiène, et ainsi les consignes en cas d'accident à avoir. Un focus sur les fumées de soudage. Donc, les fumées de soudage, ils sont classifiés cancérogènes par le CIRC depuis 2017. Alors, quelques bonnes pratiques, c'est isoler ces postes de soudage et réduire les émissions en travaillant sur des pièces propres, dégraissées ou non peintes, capter à la source à l'aide de dosseret aspirants ou de torches aspirantes. Dans les locaux où on émet des fumées de soudage, il faut proscrire le recyclage et porter des équipements de protection respiratoire. Alors, concernant les équipements, les EPI, et notamment les masques et les filtres, qui seront réutilisés, ils doivent être soigneusement protégés des contaminants et ils devront être rangés dans un sachet hermétique à l'abri des polluants pour éviter de se charger. Voilà, donc nous avons terminé sur la partie maintenance et je vais laisser la parole à mon collègue Alain Young. Bien, merci pour cette présentation. Donc nous, je vous propose de revenir sur les résultats de la deuxième question qui vous a été posée sur le BICAST, à savoir, réalisez-vous encore des opérations de toilage manuel sur tour? Là, on va afficher les résultats à l'écran. Hein. Vous êtes en tout aujourd'hui 154 participants à ce webinaire. Donc, vous avez répondu oui dans 35% des cas. Hein, on l'avait affiché lors de l'introduction. Dans le cadre de notre enquête en 2018, nous étions à 30% des cas. Donc, c'est assez similaire dans les réponses. Alors, vraiment, chaque année en France, vous avez des accidents graves hein, vraiment qui sont liés à ces opérations de toilage manuel sur tour. Donc voilà, on vous a présenté des solutions simples, pas très onéreuses à mettre en œuvre sur les différentes machines pour sécuriser impérativement cette opération
qui est encore à l'origine malheureusement de nombreux accidents du travail. Donc voilà pour cette deuxième question. Donc pour poursuivre, je vous donne juste deux informations avant de passer au temps d'échange. Ce sont des liens utiles pour vous permettre effectivement de creuser un petit peu ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Le premier lien utile, il se trouve sur le site de la CARSAT Alsace-Moselle, bien évidemment. Dans la rubrique entreprise par secteur d'activité, vous avez une page spécifique qui est dédiée en fait à la maintenance. Vous retrouverez notamment deux documents qui peuvent vous intéresser. Le premier document, c'est le guide de l'action maintenance, où vous allez retrouver voilà, différentes thématiques qui sont abordées aujourd'hui sur le plan organisationnel et sur le plan de l'atelier de maintenance. Et le deuxième document, c'est la boîte à outils, voilà, qui renvoie vers un certain nombre de documents existants, des documents de l'INRS ou des documents du réseau de l'assurance maladie sur la thématique de la maintenance. Avec, voilà, si vous cherchez des exemples de modes opératoires, de bons d'intervention, de plans de prévention, bah, vous pourrez retrouver des exemples sur cette boîte à outils maintenance. Le deuxième lien utile, c'est le site de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui depuis quelques semaines a mis un dossier spécifique sur l'organisation de la maintenance que je vous invite à découvrir, qui est très intéressant, qui est très bien fait. Et vous retrouverez également sur le site de l'INRS l'ensemble des brochures ED sur la prévention des risques professionnels, avec de nombreux documents également sur la prévention des risques en maintenance. Voilà pour les informations. Donc, on vous propose maintenant de passer sur le temps d'échange. Donc, ce temps d'échange sera animé par Christian Jacquel, qui est ingénieur conseil à la CARSAT Alsace-Moselle, et Corinne Golfugel, contrôleur de sécurité sur le département du Bas-Rhin. Et je leur laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, nous avons eu beaucoup de questions lors de ces multiples présentations. Donc, alors une première question concerne le plan de prévention qui, c'est vrai, n'a pas été détaillé lors des présentations. Donc, la question est, quelle différence y a-t-il entre le document unique et le plan de prévention? C'est Christian Jacquel qui va y répondre. Voilà, donc bonjour à tous. Alors, quelle différence y a-t-il entre le document unique et le plan de prévention? Alors, le document unique et le plan de prévention sont deux documents réglementaires qui sont différents, mais qui n'ont pas la même finalité. En fait, ils sont complémentaires, ces deux documents. Donc, du côté du document unique, vous savez tous que le document unique est obligatoire dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Le document unique s'inscrit en effet dans le cadre de l'obligation du chef d'entreprise d'assurer la sécurité et de préserver la santé de ses salariés. Et le document unique, donc, doit retranscrire les résultats de l'évaluation des risques concernant alors, les risques propres de l'entreprise. Du côté du plan de prévention, le plan de prévention est un document qui doit être établi quand une ou plusieurs entreprises intervenantes ou entreprises extérieures interviennent dans votre entreprise pour réaliser notamment des travaux de maintenance, par exemple une réparation de machine. Le plan de prévention est issu, alors chose importante, de l'analyse en commun des risques d'interférence qui peuvent exister entre les activités, les matériels et les installations de l'entreprise utilisatrice, mais aussi des différentes entreprises extérieures qui interviennent donc sur le site. Alors, par risque d'interférence, eh bien, on entend tous les risques supplémentaires qui peuvent venir s'ajouter aux risques propres de chaque entreprise lorsque celle-ci intervient sur le site. Voilà. Donc, je poursuis avec une deuxième question qui concerne la conformité des équipements de travail. Donc, je vais vous la lire. Alors, la question, c'est si on ne touche pas à une ancienne machine, elle est donc considérée de facto conforme à la législation de l'époque. Alors, première question, est-ce qu'une mise en conformité est exigée? Et
en lien, donc puis de l'achat d'une ancienne machine. Donc, Christian, à toi. Alors, bon, pour répondre, la question est un peu compliquée, mais tout d'abord, ça dépend de ce qu'on appelle une ancienne machine. Mais si on a acheté une machine il y a longtemps et qu'on n'y a pas touché effectivement, bon, vous savez qu'il y a l'obligation du maintien en conformité de la machine par rapport à la date, à la première date de mise en service sur le marché. Donc effectivement, il n'y a pas forcément de mise en conformité exigée à part le maintien en conformité par rapport à cette réglementation-là. Et la deuxième question, je l'ai oubliée. Corinne, tu peux juste la reformuler? Alors là aussi, la question est assez vaste, hein. Tout dépend de la date de mise sur le marché de la machine. Là, je vous renverrai à une brochure INRS qui traite en fait des machines d'occasion et qui, en fonction de cette date de mise sur le marché, précise en fait la réglementation applicable. C'est bon, Christian. Donc, nous avons eu une question aussi concernant l'aspect recyclage, donc qui est en lien avec la présentation, le focus sur les fumées de soudage. Donc, la question est que voulez-vous dire par proscrire le recyclage? Alors, tu réponds, Christian, ou tu réponds? Proscrire le recyclage. La question est un peu imprécise. Si on pouvait le reformuler. Ou peut-être attendre la mettre dans le, comme le disait Alain, ou je pense qu'il va le dire plus tard, il y aura donc une adresse mail sur laquelle vous pourriez mettre donc vos questions qui resteraient en suspens après ce webinaire. Celle-ci pourrait en faire partie. Oui, alors bon, je me permets quand même de répondre, hein. Donc le recyclage en fait des fumées de soudage. Les fumées de soudage sont composées de poussière et de gaz. Les poussières peuvent être effectivement retenues par des filtres type FFP3. Par contre, la filtration des gaz est beaucoup plus problématique. Les compositions de ces fumées de soudage sont aussi très variables en fonction de la nature du fil, enfin des matériaux d'apport, du matériau à souder. Donc là, clairement, les fumées de soudage sont un CMR, comme cela vous a été dit. Donc, le recyclage doit être interdit. En fait, il faut rejeter les fumées de soudage à l'extérieur après les avoir captées sur les postes de travail. Donc, je pense que c'était la question, j'espère y avoir répondu. Donc, c'est clairement ne pas réintroduire l'air capté localement par planche aspirante, par dosseret aspirant, ne pas les réintroduire dans l'atelier, mais vraiment les rejeter à l'extérieur. Voilà. Alors, autre question qui concerne les aides financières que peut apporter l'ARSAT, hein, les accompagnements financiers. Donc, existe-t-il des aides pour améliorer la sécurité en maintenance? Et si oui, la demande doit-elle émaner de l'entreprise ou de son sous-traitant? Donc, Christian, je te rends la parole. Effectivement, la CARSAT Alsace-Moselle propose deux aides financières pour aider les entreprises à investir dans l'amélioration de la sécurité des salariés. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les SPTPE, donc les subventions prévention TPE, qui s'adressent aux entreprises de moins de 50 salariés. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les contrats de prévention pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés. Alors, les subventions TPE, si on relie maintenant par rapport à la maintenance, hein, aux activités de maintenance, si par exemple vous souhaitez réaménager ou construire, étendre un atelier de maintenance, vous avez une subvention qui s'appelle Locaux Plus Sûrs, hein, qui est liée plus ou moins à la conception des lieux et des situations de travail.
et qui correspond à une subvention de 50% de l'investissement pour acquérir des matériels comme par exemple l'éclairage naturel, enfin tout ce qui va être lié à l'amélioration de l'éclairage naturel, et puis par exemple aussi le traitement acoustique d'un bâtiment dans le local de travail pour réduire l'exposition sonore. Nous avons également d'autres types de subventions TPE, et je peux en citer deux qui sont plus ciblées sur la prévention des TMS. Donc, l'une s'appelle TMS Pro Diagnostic, pour faire un diagnostic ergonomique de situation de travail. Et puis une deuxième qui est TMS Pro Action, pour financer en fait des actions liées à des investissements en matériel, notamment liés au diagnostic fait préalablement. Alors, ces aides financières SPTPE sont limitées à 25 000 €. Voilà, alors côté contrat de prévention, ce dispositif d'aide a pour vocation de financer des installations ou des dispositifs de sécurité qui sont encore peu rencontrés au sein des entreprises, et qui touche principalement les domaines techniques, organisationnels et ou de formation. Alors, un contrat de prévention n'est possible qu'à partir du moment où une convention nationale d'objectifs a été signée avec les organisations professionnelles. Cette convention va fixer des objectifs de prévention à atteindre et va établir des moyens à mettre en œuvre au niveau des entreprises. Alors, pour les entreprises de maintenance, il existe effectivement une convention nationale d'objectifs qui est issue du CTNA et qui est active jusqu'en 2023, si j'ai bonne mémoire. Cette convention indique des numéros de risque pour lesquels la CARSAT peut effectivement signer un contrat de prévention, donc régional, avec les entreprises. Alors, aussi bien pour les SPTPE que pour les contrats de prévention, il est quand même à noter que ces aides sont accordées sous conditions d'éligibilité et puis dans la limite des budgets disponibles. Donc, si vous avez un projet d'investissement ou si vous souhaitez acquérir du matériel par rapport à une SPTPE, eh bien, nous vous invitons à faire une demande auprès de la CARSAT, via le site internet de la CARSAT, que je rappelle, donc www.carsat-alsace-moselle.fr, et vous allez dans la rubrique incitation financière et vous aurez tous les éléments donc, pour effectuer votre demande. Alors, s'agissant de la question concernant la demande, doit-elle émaner de l'entreprise ou du sous-traitant? En fait, la réponse est fonction de la nature du projet et des critères d'éligibilité des aides accordées. Donc là aussi, il faut aller sur le site pour avoir tous les éléments de réponse. Alors, nous allons encore pouvoir traiter une dernière question qui est en lien avec le plan de prévention. Donc, on en a eu plusieurs sur le sujet. À quelle fréquence doit-on rédiger un plan de prévention lorsqu'on accueille périodiquement les mêmes intervenants extérieurs? Et par rapport à la durée d'un an maximum du plan de prévention, est-ce qu'elle est réglementaire? Christian? Alors, j'imagine que la question est liée au fait de réaliser un plan de prévention dit annuel. Alors, vous savez sans doute que le plan de prévention doit être un document écrit si les travaux sont supérieurs à 400 heures ou si on a affaire à des travaux dits dangereux. Ceci dit, il n'y a pas de fréquence. Le plan de prévention, voilà, c'est quelque chose de réglementaire, mais sur le plan de la prévention, nous vous conseillons très fortement de faire des bons d'intervention systématiquement quand vous faites intervenir une entreprise extérieure dans vos locaux. Ces bons d'intervention doivent être réalisés au plus près de l'intervention
pour justement tenir compte des changements qu'il y aurait pu avoir entre l'établissement du plan de prévention réglementaire qui a pu se passer voilà, quelques temps auparavant. Hein, ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours, ça peut être 3 mois. Mais dans tous les cas, il faut que, quand on arrive au moment de l'intervention, qu'il y ait ce bon d'intervention et cette analyse commune entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure pour analyser les risques et donc prendre les mesures de prévention qui sont appropriées. Alors, nous avons eu beaucoup de questionnements aussi hein, par rapport à la possibilité de replay, par rapport à la disponibilité aussi de la présentation. Hein. Donc, je rappelle hein, ce qui est introduit à en début de session. Donc oui, effectivement, vous aurez les liens vers la présentation et vers le replay. Voilà, je te repasse la parole, Alain. Oui, donc merci Christian Jacquel et Corinne Wolfugel hein, pour ces quelques questions. Vous étiez 150 hein, participants, on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions hein, complémentaires encore à poser, vous pouvez nous les poser sur l'adresse mail qui s'affiche sur la diapo suivante, qui devrait s'afficher dans un instant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser effectivement ces questions. S'il vous reste également un petit peu de temps, vous aurez dans le fil de discussion de ce webinaire accès à un questionnaire d'évaluation dont vous pouvez encore compléter effectivement ce document pour nous faire remonter les éléments positifs ou négatifs pour nous permettre de nous améliorer. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois de votre participation et puis merci encore. Voilà. Bonne journée.